Nous allons mettre un petit peu le focus sur un point dont on a assez peu parlé, c'est l'eau et le changement climatique. Et l'eau dans le sol, c'est un sujet qui est absolument passionnant. La vigne reflète en fait la terre et l'eau. Voilà, il n'y a pas de meilleur indicateur de l'état de l'eau et du climat que la vigne. Donc encore une fois, elle va jouer le rôle d'alerte pour tous les gens qui ne croient pas au changement climatique et qui ne croient pas à l'importance du sous-sol. Et encore une fois, grâce à la viticulture, on va faire progresser l'ensemble de la population. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes petites flèches. Voilà, donc on va parler à la fois, évidemment, de sécheresse et de manque d'eau, mais on va parler aussi d'excès d'eau, d'inondation, et on va parler, évidemment, d'érosion des sols, qui est le premier facteur qui doit nous interpeller, nous, en tant que... C'est nos sols, vous voyez, j'ai mis nos sols. C'est les vôtres, c'est les nôtres, c'est vraiment un patrimoine très, très important. Donc, comme j'ai essayé d'être... Bon, ça va être un petit peu lourd, comme d'habitude, j'ai beaucoup d'images, vous me connaissez maintenant. Donc, 3 diapos, c'est des rappels un peu théoriques, parce qu'avant de commencer, par exemple, à isoler une maison, il faut déjà savoir quels matériaux il faut commander, comment est fichue notre maison, en quoi, combien il y a de fenêtres, avant de faire les commandes pour l'isoler, par exemple. C'est pareil, pour intervenir sur un sol, il faut savoir ce qu'il a un petit peu dans le ventre et en quoi celui-là est différent de son voisin. Ensuite, on va transposer tout de suite au sol du Beaujolais en donnant des exemples. Ensuite, on va faire un tout petit rappel, mais qui va tout à fait, entre guillemets, malheureusement confirmer ce qu'ont dit Nina et Sébastien. Puisque moi j'ai commencé quand même ma carrière en zone méditerranéenne et à l'association climatologique de l'Hérault. Donc j'avais un peu l'habitude de traiter des indices, etc. il y a 30 ans. Et puis j'ai vu aussi, je faisais mes petits calculs, j'ai vu les choses évoluer. Une conclusion qui sera forcément provisoire et forcément adaptée par chacun à ses parcelles. Donc un petit rappel théorique, on va parler de réservoirs utiles, parce que sinon on ne peut pas juger du danger des excès d'eau ou des manques d'eau. Donc un réservoir, ça se calcule en millimètres, c'est des litres par mètre carré. On multiplie par 10 pour avoir des mètres cubes par hectare. Donc ça va dépendre. Un réservoir, le sol en tant que réservoir, on marche sur l'eau en fait, on ne se rend pas compte, mais dans un sol, il peut y avoir 50 ou 60% de vide entièrement rempli par de l'eau, hein, même un sol argileux. Donc une profondeur qui va varier de 40 à 2,50 m, des textures qui vont aller les plus fines, les argiles, les limons, jusqu'à des sables, et en Beaujolais, beaucoup de sables très grossiers. Il faut bien distinguer les sables fins et les sables grossiers. Un taux de cailloux, d'éléments grossiers ou de blocs, hein, qui eux vont prendre de l'espace dans le volume, mais ne vont pas stocker d'eau. Hein, donc on fait... voilà. Et la texture intervient par un coefficient qui a été un petit peu... Bon, c'est des coefficients de transfert qu'on appelle... c'est l'INRA qui a mis ça au point, c'est pas moi qui les ai inventés. Mais vous verrez comment on joue avec ces coefficients. Par exemple, pour un sable, c'est 1. Pour un limon argileux, c'est 2. Pour une argile compacte, c'est 1,8. Voilà, c'est des coefficients qui existent et qu'on peut appliquer comme ça à sa propre texture. Donc on va visualiser pour chaque sol, et sur les 1000 fosses qu'on a fait en Beaujolais, on l'a fait, on fait des tranches, on le découpe en tranches de 10 cm jusqu'à peu près 2 mètres, 2,50 m. Hein, et puis horizontalement, on va faire varier le curseur selon la quantité d'eau que cette tranche de 10 cm peut stocker. On cumule tout ça, ça nous donne un volume, enfin une hauteur ou un volume, hein, vous avez compris, millimètres et litres par mètre carré, c'est exactement la même chose. Donc on va avoir des petits réservoirs sur des grandes profondeurs, des très petits réservoirs sur des profondeurs grandes ou moyennes, c'est ce qui se passe dans les granites fissurés. On va avoir des profondeurs moyennes, sur des réservoirs moyens sur des petites profondeurs, c'est ce qui va se passer plutôt dans les zones argilo-calcaires où on a plus d'argile, mais parfois des planchers calcaires. On va avoir des gros réservoirs très faciles sur 2 mètres. Et puis on va avoir des réservoirs un peu plus complexes sur lesquels on va revenir, c'est-à-dire qu'a priori on a des racines très profondes, mais en profondeur on ne sait pas exactement comment ça se passe, parce que ça va être très compact ou très acide, ou voilà. Donc on n'est pas tout à fait sûr du fonctionnement, mais en tout cas il y a de l'eau. Voilà, donc c'est une visualisation qu'on emploie, enfin que j'emploie depuis très très longtemps, qui marche assez bien avec les vignerons, parce que c'est, voilà, en 2 petits schémas, on sait à peu près où on en est comme type de problème. Ensuite, on va parler du remplissage, puisqu'un réservoir, ce n'est pas une réserve. S'il est vide, votre réservoir, vous n'irez pas bien loin. Donc, il va se remplir
par bloc de 50 cm, en gros, sous l'effet des pluies, évidemment. Donc le premier bloc, une fois plein, par capillarité, par diffusion, par gravité, ça va descendre progressivement dans le sol. Et puis pour finir, s'il ne pleut pas trop vite, si le premier horizon se sature, évidemment un sol saturé devient imperméable, il n'y a plus rien qui peut rentrer, et donc ça ruisselle, et donc ça part. Donc c'est de l'eau perdue. On va considérer que l'hiver est calme, etc., que le remplissage s'est fait au mieux. Alors là, ça serait évidemment un gros sol à 200 mm de réservoir, 4 x 50 à peu près. Une fois que ce sol est rempli, la nappe phréatique va commencer à se remplir par drainage. Et on va revenir un tout petit peu dessus. Et ensuite, en période de végétation, la vigne va commencer à consommer, évidemment d'abord là où elle a le plus de racines, c'est-à-dire en gros entre 40 et 60 cm, et puis une fois que ça sera sec, ça va remonter gentiment du fond, d'où l'importance effectivement d'un enracinement profond. Notons tout de même que, donc ça, je parle bien de la réserve, hein, c'est la réserve utile. À peu près, quand on arrive au tiers de cette réserve, l'eau devient fortement retenue par le sol. Elle est encore disponible, mais elle est plus fortement retenue. Là, on pense qu'il y a quand même des effets sur le vin qui sont très intéressants et qui modifient un petit peu la composition du vin, l'état hormonal de la plante, etc. Mais elle continue quand même à mûrir. Qu'est-ce que j'ai dit encore sur cette diapo? Voilà. Il existe en plus de ce réservoir encore de l'eau dans le sol, mais qui est totalement inaccessible aux racines parce qu'elle est retenue dans des capillaires trop fins. Donc c'est ce que je reviens juste un peu en arrière. Vous voyez, c'est une eau qui est un petit peu cachée dans pratiquement de l'eau de constitution du sol. Ce qu'il faut penser, c'est que cette eau, au moins en surface, celle-là, elle peut s'évaporer. Donc, vous voyez, même si elle n'est pas utile aux racines, elle peut s'évaporer. Donc, après une forte période de sécheresse, il va falloir d'abord la reconstituer avant qu'elle redevienne disponible pour les racines. Vous voyez, il y a comme ça 3 paliers qui sont classiquement, ça sera un petit peu dans le résumé, qui sont classiquement utilisés. Donc là, on commence à bien faire la différence entre des sols sableux, des sols sableux grossiers, des sols argileux. On va y revenir un petit peu, qui effectivement se comportent complètement différemment en perméabilité, c'est-à-dire comment l'eau va rentrer dedans, ensuite comment elle va être conduite en profondeur, comment le stock va se recharger et comment il va être consommé. Voilà, donc ça se visualise pour les... Je vois qu'il y a quand même pas mal d'élèves, etc. Ils ont peut-être l'habitude de voir ces petits schémas-là. Donc, si on prend une loupe, qu'on regarde de très très près, il faut imaginer qu'on a 3 types de volumes et 3 types d'eau. On va avoir des trous. Alors, les gros trous, c'est plus de, je sais plus, c'est 50 microns ou un peu moins, dans lequel l'eau va couler. Ça, c'est les racines, les vers de terre, les assemblages de gros agrégats bien stables, les mono-argileux, bien en grumeaux, etc. Ça, c'est... Dans ces gros pores, l'eau va descendre par gravité. Elle est très importante pour conduire l'eau au fond, évidemment. Ensuite, on a l'eau qui tient en... Vous voyez, ça fait des ménisques. Alors, c'est ça. Les ménisques, c'est ça. Hein, c'est comme dans un tube capillaire. Plus ils sont fins, plus c'est retenu, plus ça peut même monter haut. Mais en même temps, si ça devient trop fin et trop serré et trop petit, là, ça devient trop retenu pour les racines. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'eau. Elle est suspendue dans le sol. Elle ne va pas s'écouler, mais elle peut être très fortement retenue. Et ensuite, autour des particules et dans les particules, il y a un 3e type d'eau. Voilà. Donc, de l'eau gravitaire, de l'eau suspendue et de l'eau trop retenue, qui va se répartir très différemment selon la texture. Donc, la texture, vous vous rappelez, sable, limon, argile. Voilà. On est obligé de savoir ça et d'y penser quand on va commencer à réfléchir à l'effet des changements hydriques sur les pentes et sur les sols. Voilà, donc entre un sable grossier, vous voyez, alors vous, quand je parle de votre sable grossier, les sols de granit, c'est 50 mm pour 1 mètre de sol, alors qu'un bon limon de plaine, etc., ça stocke 220 mm pour 1 mètre de sol. Donc vous voyez, les différences que ça fait, c'est considérable, surtout si on les considère en fonction de l'enracinement de la vigne qui est très très épais. Donc si on applique maintenant au sol du Beaujolais ce qu'on a fait, ce que vous retrouverez largement dans les rapports qu'on a publiés maintenant, hein, entre des sols de colluvion, les sols de granit peu profonds, les sols des pierres bleues, etc., on a pu, à l'aide de tout ce qu'on a fait comme observation, définir un certain nombre de réservoirs et de types de réservoirs
qu'on peut ensuite appliquer à nos cartes, puisque ça va nous faire un petit peu un chiffre pour chaque unité de carte, et puis après on peut les projeter en fait en cartographie et faire un peu des comparaisons et des états communaux. Qu'est-ce que je peux dire là? Là c'est bon, voilà. Ce que j'ai mis en orange, vous voyez que tout à l'heure j'ai été pudique, hein, j'ai parlé, il y a des horizons de profondeur, on ne sait pas trop comment ça se passe, comment c'est consommé. En fait, il y a une grande variabilité. Certaines années, ça va être très bien utilisé, des années trop humides, l'eau du fond, elle est trop, c'est trop noyé, c'est trop asphyxié, ça ne fonctionne pas. Donc selon les types d'années, ces horizons profonds orange ne fonctionnent pas de la même façon. Mais là, on rentre déjà dans des difficultés. Vous savez, ce n'est pas de la plomberie, hein, des tubes bien propres, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Les sols, c'est très compliqué et voilà, ça ne marche pas toujours comme on veut. Voilà, avec des chiffres, on a mis quelques chiffres en face, mais ça, il faut imaginer que c'est des sols qui sont à plat, où on n'a pas d'arrivée d'eau transversale par les versants, et qu'on a le bon enracinement qu'il faut, qu'on ne s'est pas trompé de porte-greffe, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de conditions. Et là, on arrive à faire des bilans entre les apports, la pluviométrie hivernale qui doit recharger notre sol tranquillement, et puis l'évapotranspiration qui peut aller de 0,5 à 4 mm par jour. On a les pertes par ruissellement qui vont de 0 à 60 ou 70% dans certains cas très très difficiles. On a le drainage vertical. Vous avez compris que le drainage, ça ne concerne pas la bonne eau. Le drainage, ça concerne l'eau en excès. Hein. Donc des fois, on a peur de drainer, on a peur de perdre de l'eau. Bon, en fait, ce n'est pas la même eau qui est concernée. Et puis, on a des fois des remontées capillaires à partir de points sourceux ou de nappes phréatiques plus surtout. Et donc, après, on a nos bilans. On a nos bilans qui s'établissent comme ça, avec évidemment des marges d'erreur qui sont comme pour le climat, etc. On est dans le naturel, on n'est pas dans les tuyaux, on a beaucoup de causes de variabilité. En particulier dans les granites qui nous soucient beaucoup, parce que c'est là qu'on va trouver à la fois les sols les plus en pente, les sols qui ont le moins de réservoirs hydriques, et les sols un petit peu les plus compliqués, parce que des fois, en fait, on se dit, mais c'est horrible, quand on va avoir 30 cm de sable grossier sur du rocher, ça ne peut pas pousser, et puis en fait, ça pousse très bien, vous le savez. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que le granit, c'est quand même un massif qui est parcouru de fractures, et pour ceux qui ont bien suivi les précédentes éditions, ils savent que l'eau qui descend dans les fractures arénise, transforme le granit, transforme certains grains minéraux en argile, et que le long des fractures là, on va avoir des panneaux verticaux où le granit est complètement transformé, les fissures vont se recouvrir un petit peu d'argile et le système devient poreux. Donc vous voyez, un massif granitique, c'est plutôt comme ça. Et puis en plus, dans les fractures, on a tout l'arrière-pays, là on a de l'eau qui peut circuler, qui peut ressortir, remonter dans les fractures. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que les petits schémas que je vous ai donnés. Il ne faut jamais l'oublier. 5 minutes, c'est bon. Voilà, donc les petits schémas, tout ça, il faut bien pouvoir les interpréter, mais je vous donne tout ce qu'on a observé pour que vous puissiez l'interpréter. Voilà, donc si on a une augmentation des irrégularités, le réchauffement va accélérer les cycles, va les rendre de plus en plus instables. Ce qui veut dire qu'on va méditerranéiser le climat. Méditerranéiser, ça veut dire Hop, là. Ça veut dire qu'on était ici bien tranquille, on ne croisait pas la courbe des températures, ça c'est orange, ça c'est Montélimar, ça c'était Mâcon, et on va se rapprocher de courbes comme ça avec des périodes de sécheresse et des périodes de pluie intense et de recharge avec des pluies de moins en moins efficaces. Donc voilà, ça c'est à regarder en particulier les maximums journaliers. Ça, voilà, ce jour-là, le lendemain, j'étais sur le terrain, c'était en 1991, 266 mm dans la journée. Vous voyez, c'est le maximum sur les 43 ans à Nîmes. Là, le maximum sur Charnay, c'est 87. La moyenne, c'est 73 mm par jour. Maximum journalier, une année sur deux, c'est la médiane. Charnay, c'est 45 mm. Donc, vous voyez que les sols sont en équilibre avec leur climat. D'ailleurs, les sols mondiaux se retrouvent en fonction des zonages climatiques. Voilà, donc ça, il fallait le dire. Donc, qu'en est-il en Beaujolais? Bon, vous avez assez vu toutes nos cartes, etc., pour voir qu'on a une variabilité assez considérable de sol.
Donc ça, alors là, c'est très hyper simplifié, c'est pour pouvoir être représenté comme ça. Donc on a de 30 à 300 mm de réservoir hydrique. Tous les autres paramètres varient bien en fonction des matériaux, hein, puisqu'on a tous les matériaux possibles en Beaujolais. Et ça va varier en gros de 250 de médiane dans ces zones-là, toujours un peu plus dans les zones de Piémont. Le calcaire s'en sort toujours un petit peu mieux, et le pire étant les zones de granit, qui sont également les zones les plus en pente. Si on transpose ça à nos cartes en 25 classes, c'est les cartes qui circulent le plus. Chaque petite catégorie de nos 25 classes, on peut affecter un réservoir. Hein, comme ça, là, bon, admettons, les pierres bleues de haute machin, les pierres bleues de haute coteau, on est à, je sais pas, 70 mm par mètre. 70 mm, pas par mètre, 70 mm en tout. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des applications qu'on peut faire maintenant cartographiquement et qui nous permettent de définir non seulement des cartes, voilà, de réservoirs hydriques, très simplifié aussi, hein, prenez pas tout ça au pied de la lettre, mais ça donne quand même une sacrée image qui est assez proche de la réalité, qui se rapproche évidemment de la carte des matériaux parentaux. Là, à cette échelle-là, on ne peut pas préciser. Qu'il faut ensuite, évidemment, rapprocher de la carte des pentes, puisque les aléas vont dépendre énormément des situations, est-ce qu'on est en pente ou pas. Donc voilà, on regarde les deux, on les croise, on les combine. À cette échelle-là, on ne voit pas grand-chose, mais enfin, on voit quand même aussi qu'il y a des points communs. Voilà. Après, quand on commence à grossir un peu, à prendre le zoom, commune par commune, vous savez qu'on a tiré à peu près 800 cartes pour chaque commune. Vous aurez une carte des sols simplifiée comme celle-là. Vous aurez une carte des pentes. Et du coup, là, pour aujourd'hui, je me suis amusée à faire des cartes de réservoirs hydriques. Donc, vous voyez, en croisant les trois, on peut essayer de voir les aléas qui sont un petit peu différents. Peu de réservoirs, des risques de stress hydrique, de contraintes plus fortes, des pluies plus violentes, plus abondantes, qui vont dépasser 100 mm par jour, beaucoup plus de risques d'érosion. Et moi, l'érosion, pour moi, évidemment, c'est pour un pédologue, c'est ce qu'il y a de pire au monde, quoi. Le reste, c'est... voilà, c'est... Voilà, hein. Donc, cette carte de pente, là, vous voyez, là, on avait pas mal, on avait 8 classes. Je l'ai simplifié en 4 classes. On peut faire un classement de toutes les communes du Beaujolais où on a à la fois leur réservoir ici, en 5 classes, là c'est assez simple, et puis leurs pentes. Elles sont classées par ordre de taille. Donc là, on voit aussi non seulement les valeurs relatives, mais les valeurs absolues. Donc par exemple, on voit qu'à Fleury, on a autant de sols à très faible réserve qu'à Chirouble, même si ça ne représente qu'une petite une fraction du territoire. Donc vous voyez, à la fois on a des proportions et à la fois on a de l'absolu. Même chose, à droite, ce sont donc les pentes. Pareil, en 4 catégories. Donc là, on visualise que chaque situation est particulière et doit faire l'objet de mesures d'accompagnement, d'incitation, de compréhension différentes. On n'applique pas les mêmes choses au même moment. Voilà, donc l'an dernier, je vous promettais que cette étude, on espérait qu'elle allait servir non pas à hiérarchiser ou à se comparer, à dire je suis meilleur que d'autres, mais à être utile pour préparer l'avenir. Et j'espère que ce sera le cas. Donc on a les leviers sur lesquels on va revenir cet après-midi, donc je ne m'y attarde pas. Donc ça va être des leviers dans le cas où on n'a plus assez d'eau ou pas bien réparti, avec des pluies moins efficaces. Je ne vous ai pas défini ce que c'était, mais vous me le demanderez. Et puis, voilà, où on peut adapter la culture, diminuer le ruissellement, éventuellement recourir à l'irrigation. Et puis, dans le cas de trop d'eau, trop vite, trop fort, comment faire pour éviter l'érosion? Là, c'est quelque chose, là, c'est coûteux, là, c'est compliqué, là, ça prend de l'espace, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Et il n'y a pas de solution miracle. Et de plus, partout où j'ai mis des points d'interrogation, là, je pense qu'il y a des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça va être bien jusqu'à 15% de pente et puis après ça sera pas bien. Vous voyez, il y a des choses, c'est pas linéaire, quoi. C'est pas, on applique ça, ça marche à tous les coups. C'est pas vrai. Des fois, un peu concave, un peu convexe, c'est pas les mêmes solutions qui vont rentrer en jeu. Donc ça, c'est notre proximité avec les vignerons. À chaque fois qu'on était sur le terrain, qu'on a fait des trous, on en a quand même largement discuté. On voit bien qu'il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, ça serait une plante qui consomme rien et puis qui protège le sol sans faire concurrence à la vigne. Ça n'existe pas. Voilà.
Donc voilà, j'ai fini. Et puis en plus, tout ça, j'ai dit que c'était que des idées très générales qu'on trouve dans tous les bouquins et que si ce n'est pas testé localement, ça n'a aucun sens. Donc je passe le relais aux gens de l'expérimentation. Voilà.